Legba na baea, legba na baea, legba na baea, c'est où qui porte de la peau, c'est où qui passe soleil pour loin. Legba na baea, legba na baea, legba na baea, c'est où qui porte de la peau, c'est où qui passe soleil pour loin. Legba na fawa. Les bonnes baïas, c'est où qui porte de la peau, c'est où qui passe soleil pour loin. Les bonnes baïas, les bonnes baïas, les bonnes baïas, c'est où qui porte de la peau, c'est où qui passe soleil pour loin. Les bonnes baïas, les bonnes baïas. C'est où qui porte de la peau, c'est où qui passe soleil pour loin. Les bonnes baïas, les bonnes baïas, les bonnes baïas, c'est où qui porte de la peau, c'est où qui passe soleil pour loin. C'est où qui porte de la peau, c'est où qui passe soleil pour loin. C'est où qui porte de la peau, c'est où qui passe soleil pour loin. C'est où qui porte de la peau, c'est où qui passe. Nous revenons donc sur le plateau d'Horizon d'Afrique en présence du professeur Mamazama, qui est donc professeur d'études africaines à Temple University aux États-Unis. Oui, professeur Mamazama, vous qui êtes entre autres prêtresse vaudou, vous nous avez donc indiqué les raisons d'avoir une foi, d'avoir une pratique spirituelle religieuse. Et en tant qu'Africain, au jour d'aujourd'hui, notre passé douloureux a détourné les enfants, les fils et les filles d'Afrique vers d'autres chemins. Aujourd'hui, les Africains, ils sont chrétiens, bouddhistes, musulmans, juifs, ils sont tous sauf africains. Comment est-ce que un tel défi, parce qu'avec ça, vous avez... C'est un grand défi qui se présente à l'afrocentricité. Comment pouvez-vous relever l'Afrique avec les Africains qui, sur le plan aujourd'hui spirituellement parlant, sont dispersés dans 1001 églises? Vous savez, je pense que, encore une fois, si on arrive à expliquer l'afrocentricité et à montrer son caractère tout à fait raisonnable aux Africains, aux Africaines, je pense qu'il y a des choses qui se mettront en place toutes seules. C'est-à-dire que moi-même, au fur et à mesure qu'on comprend les implications de l'afrocentricité, j'avais été baptisée dans la religion catholique. Mes parents m'ont donné un prénom extrêmement chrétien. Et on m'a fait faire donc première communion, comment on appelle ça encore, confirmation, je sais pas. Je n'ai jamais fait ma renonce, je ne sais pas pourquoi. Donc, je n'ai jamais complètement renoncé à Satan, j'imagine. Mais je n'ai jamais été vraiment à l'aise. Je ne comprenais pas pourquoi la Vierge était toujours blanche, Jésus était blanc, les anges étaient blancs, tout le monde était blanc, le pape était blanc. Et ça ne me représentait pas moi. Vous voyez, ça ne correspondait pas à qui j'étais. Il y avait un problème, il y avait un hiatus, il y avait une contradiction que je n'arrivais pas à articuler parce que j'étais encore petite. Et si vous voulez, je suis allée voir ailleurs, etc. Jusqu'à ce que comme le dit l'afrocentricité, je rentre chez moi. Dès que je suis rentrée dans le vaudou. Et je me suis sentie très très bien. Je me suis dit, waouh, je suis chez moi. Vous voyez, il n'y avait plus de tension, plus de contradiction, plus rien à expliquer. C'était chez moi. Et je pense que ce bien-être que j'ai ressenti, que je ressens toujours, c'est un bien-être auquel nous aspirons tous. Parce que c'est vrai que, nous sommes ailleurs, christianisme, islam, tout ça, mais on n'est jamais mieux que chez soi. Et que même ces Africains qui se disent chrétiens, musulmans, etc., sont souvent, toujours, fondamentalement africains. Et ne demandent en fait qu'à rentrer chez eux, si simplement on peut leur montrer la direction de chez eux.
Et si seulement ils veulent bien être ouverts à cela aussi. C'est peut-être ça aussi le problème, vous voyez. Donc c'est un défi fondamental, mais ce n'est pas un défi qui soit... qu'on ne puisse pas réaliser, qu'on ne puisse pas relever. Je sais que, par exemple, quand je dis souvent que je suis initiée, j'étais initiée au vaudou, ça interpelle. Il y a pas mal d'Africains qui voudraient que je les amène. J'en ai amené pour qu'ils voient d'eux-mêmes, vous voyez, ce que c'est. Donc il y a cette quête. La difficulté, c'est déjà comment accepter que non, nous ne sommes pas diaboliques, parce que ça a été ça aussi, un des méfaits de la colonisation, la diabolisation de l'Afrique. Donc déjà laisser ça de côté, arriver à se démettre de cette idée-là, que la religion africaine est forcément diabolique, mauvaise, néfaste, et puis maintenant aller essayer de se renseigner, essayer de prendre des informations et puis se jeter à l'eau. Je vous assure que ça vaut la peine. D'accord. Donc là, c'est vraiment, il faut le reconnaître, c'est une tâche colossale. Tout à fait. Très, très colossale. Mais nous sommes là dans la durée, nous sommes là pour l'éternité. Vous savez, je dis toujours, nous étions les premiers à être là et nous serons les derniers. Nous sommes là pour l'éternité. Alors, professeur Amamazama, dans votre livre, dont le titre est « L'impératif afrocentrique », vous faites une critique très sévère du modèle occidental et particulièrement donc de l'eurocentrisme. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous reprochez à l'eurocentrisme? Ce que je reproche à l'eurocentrisme, c'est d'être... Ce que je reproche à la culture occidentale. L'eurocentrisme, c'est quoi? Je vais peut-être définir le terme d'abord. C'est la perception de la réalité à travers le regard occidental. Et imposer, n'est-ce pas, ce regard à tout le monde, encore une fois, sous couvert d'universel. J'en ai parlé au moment de ma conférence. Il y a par exemple, les gens vous disent, les philosophes. Alors, comme les philosophes, vous devez s'imaginer qu'il n'y a qu'un seul type de philosophe, c'est les philosophes occidentaux. Ils vous disent ça comme ça et vous devez accepter cela. Ils vous parlent de musique classique, c'est leur musique, mais elle est classique pour tout le monde, soi-disant. Donc c'est ça l'eurocentrisme. Imaginez qu'il n'y a qu'une seule façon d'être humain, la façon blanche. Mon problème avec cette culture occidentale, je vais le dire très clairement, je sais que ça risque de choquer les gens, c'est que c'est une culture de la mort. C'est une culture de la mort à plusieurs niveaux. C'est une culture de la mort spirituelle. Et c'est une culture de la mort physique. C'est une culture qui a engendré, parce qu'on vous dit, bon, vous savez, l'homme pollue, l'homme si, non, c'est pas l'homme qui pollue, c'est le modèle occidental qui est responsable de la catastrophe écologique sans nom qui affecte la Terre. Je suis arrivée à Montpellier cette année, j'ai vu un sac, je me promène avec d'ailleurs, qui dit « Protégeons la Terre ». Je me dis, ben dis donc, s'ils avaient eu cette idée-là il y a 150 ans, on n'aurait pas besoin d'avoir ce sac-là aujourd'hui. Et que l'occidental a un rapport, l'occidental moderne en particulier, a un rapport conflictuel avec tout ce qui est. L'occidental a inventé cette notion d'autre, qui n'est pas lui, et qui est nécessairement dangereux, qui doit être éliminé. Et la nature est perçue aussi comme une force hostile. Et donc, il y a des prédations, il y a des destructions, au nom du progrès, au nom du développement, etc., où les Occidentaux se sont livrés, n'est-ce pas, à vraiment une souillure de la nature, qui fait que, bon, par exemple, on ne peut pas plus boire d'eau de rivière, etc., etc. Je parlais donc de destruction de la terre, destruction de la vie. On pourrait même parler de cette histoire d'homosexualité, mais je ne m'y étendrai pas. C'est un sujet toujours assez tabou. Les homosexuels ont des droits, donc on ne doit rien dire de l'homosexualité, n'est-ce pas? Mais tout ça, ça fait partie de cette culture de la mort. Parce qu'on sait très bien que pour que la vie continue, il faut qu'il y ait un élément femelle et un élément mâle. Ça, c'est fondamental, c'est à la base de la vie, même de la perpétuation de la vie. Et donc, c'est ça que j'ai comme problème.